Allez, maintenant direction l'Arménie pour notre second débat. L'Arménie attaquée par son voisin l'Azerbaïdjan qui tente de mobiliser la communauté internationale. Dans l'équation, je vous le disais en titre, il y a une donnée qui freine l'indignation, qui freine les sanctions. C'est le gaz venu de Bakou, ce gaz dont l'Europe a besoin. Avant d'en débattre, je vous propose un point de la situation sur place. Lundi, Vladimir Poutine réunissait le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais. Ils se sont engagés à ne plus recourir à la force. C'est un conflit de plus de 30 ans. Pour comprendre ce qui oppose aujourd'hui l'Arménie à l'Azerbaïdjan, il faut remonter à l'époque soviétique. Dans les années 20, l'URSS dessine les frontières de son empire et veille à ce qu'aucune république ne puisse se retrouver en position dominante. Située à un carrefour stratégique du Caucase, l'Arménie se voit alors séparée d'une partie de sa population, celle du Haut-Karabakh, rattaché à l'Azerbaïdjan. Pour Staline, il s'agissait de cantonner les Arméniens. Il a donc défini le territoire de l'Arménie tel qu'il existe à l'heure actuelle et il a détaché une région qui était peuplée en majorité par des Arméniens depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ, qui s'appelle le Karabakh. Il l'a rattaché à l'Azerbaïdjan. Mais pour ne pas non plus trop favoriser l'Azerbaïdjan, il a fait de cette région peuplée en majorité d'Arméniens une région autonome. L'Azerbaïdjan ne veut pas d'une région autonome sur son territoire. Le conflit pour le contrôle du Haut-Karabakh éclate dès la fin de l'Empire soviétique avec plus de 30 000 morts dans les années 90 et depuis les guerres se succèdent. Dernier épisode en date, septembre 2022. Pour la première fois, les combats s'exportent à la frontière entre les deux pays, tuant 286 personnes en 2 jours. Réunis ce week-end à Sotchi en Russie, les deux États se sont engagés à ne plus recourir à la violence. La réunion a été utile et crée les conditions pour de nouvelles avancées vers un règlement général de la situation. La présence de 2500 soldats russes de maintien de la paix n'a pas empêché les violences de septembre dernier. Concentrée ces derniers mois sur le conflit ukrainien, la Russie tente de reprendre la main sur ce terrain qu'elle a délaissé. C'est ce qu'on appelle, en relations internationales, une instabilité contrôlée. Les Russes laissent les Azéris faire peur aux Arméniens et de l'autre côté se proclament défenseurs des Arméniens contre les Azéris de façon à constamment être les intervenants indispensables de la zone. Parce que tout simplement, l'Arménie, c'est la route aussi directement ouverte vers l'Iran. L'Iran, un intérêt tout particulier pour la Russie. Téhéran est accusé d'avoir livré des armes à Moscou, utilisées contre l'Ukraine. Je vous présente les invités de notre débat. Valérie Boyer, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. Valérie Toragnan, directrice de la revue des Deux Mondes, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, Guillaume Darey. Et restez à mes côtés, toujours là et toujours éditorialiste politique. Et on accueille dans un court instant le géographe Jean Radvani. Je vous propose une carte. Peut-être ça fait toujours du bien quand on parle de cette partie du monde, le Caucase, voilà, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, deux pays en conflit depuis des décennies, deux pays qui, vous le voyez, sont bordés. Alors, il faudrait presque dézoomer un peu, sont bordés par la Russie et la Géorgie au nord, l'Iran au sud, on l'a vu, la Turquie à l'ouest. Et puis je vous propose de voir une carte qui intègre les dernières attaques mi-septembre, 13, 14 septembre. Alors on n'est pas dans ce Haut-Karabakh qui est source de conflit depuis si longtemps dans la région. On est à la frontière vraiment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et notamment dans le couloir de Latchine. Valérie Boyer, cette attaque, elle a fait près de 300 morts. L'Azerbaïdjan a repris 50 km² de territoire dans une quasi-indifférence internationale, on peut le dire, même s'il y a eu quelques voix qui se sont élevées. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces territoires? Qu'est-ce que vous savez de la situation dans ces 50 km² là, qui ont été repris par l'Azerbaïdjan? Si vous me permettez, les territoires ne sont pas repris par l'Azerbaïdjan, ils sont pris à l'Arménie. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans le conflit gelé du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. On est sur la République d'Arménie qui est reconnue par la communauté internationale. Donc c'est une attaque en règle contre un pays démocratique et souverain. Donc c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il se passe que les Arméniens, très affectés par la guerre des 44 jours, en octobre-novembre 2020,
Donc là, c'était pour le Haut-Karabakh. Pour le Haut-Karabakh, dans des conditions particulièrement sales de la part de l'Azerbaïdjan, il faut le rappeler, qui est un État corrompu et raciste, qui ne cache pas ses desseins d'extermination des Arméniens. C'est vraiment une volonté de nettoyage ethnique, même de poursuite du génocide. Le grand ami d'Aliyev, donc le chef de l'État, le président autoproclamé d'Azerbaïdjan, qui est Erdogan, membre de l'OTAN, parle des Arméniens comme des restes de l'épée. Les restes de l'épée, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas morts pendant le génocide. Donc on voit bien qu'ils sont dans une poursuite génocidaire dont ils ne se cachent pas, dont ils se vantent. Et même une sorte de guerre de religion, de guerre ethnique et de guerre... Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Arménie est assez seule, même seule, face à ce puissant voisin, qui est très riche de son gaz, qui est très riche parce que c'est aussi un État qui pratique la diplomatie de la menace et la corruption. Tout le monde, personne n'ignore ce qu'est la Caviar Connection, la diplomatie du caviar, etc., qui touche tous les pays du monde, la France compris. D'ailleurs, ça a été documenté par pas mal de vos confrères. Donc, effectivement, l'Arménie est assez seule. Et contrairement à l'Ukraine, elle n'a pas d'aide internationale, elle n'a pas d'armes, elle n'a pas non plus de déclaration dans les grandes instances internationales. Évidemment, on y reviendra en détail, à la fois cet impact du gaz azerbaïdjanais. Je vais vous redonner la parole dans un instant, et aussi évidemment de l'influence de la Turquie. Valérie Toragnan, je voudrais quand même entendre assez vite votre témoignage, parce que vous étiez en Arménie il y a quelques jours, c'est ça? Dans quel état d'esprit? Il y a 2 semaines. Dans quel état d'esprit avez-vous trouver les habitants? Donc c'était après, on est bien d'accord, les attaques dont on a parlé. Écoutez, j'ai trouvé des gens extraordinairement impressionnants parce que les villages qu'on a visités à la frontière, donc là où il y a eu à quelques kilomètres des affrontements, sont des gens dans les villages où j'étais qui se réfugient dans des grottes. C'est des anciens villages troglodytes. Donc il y a dans la roche, dans la montagne, des cavités dans lesquelles ils se réfugient. Ils y sont restés 2 jours pendant les bombardements incessants qui ont eu lieu, je précise, que sur des habitations civiles, absolument pas sur des cibles stratégiques, ni rien de militaire. Il n'y a absolument rien de militaire dans cette région. Ils s'attendent à ce que ça recommence, c'est-à-dire que moi, ils m'ont fait visiter les abris, ils ont tout réapprovisionné, il y a l'eau, ils ont tout prévu. C'est des abris très petits, dans lesquels ils vivaient à 10 avec les enfants, les bébés, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que ils savent que de toute façon, on peut absolument compter. Quand l'Azerbaïdjan fait des déclarations pour dire nous promettons de ne pas reprendre les combats, etc., c'est absolument impossible de les croire, puisqu'il y a régulièrement des violations du cessez-le-feu, et il y a toujours des prétextes pour cesser le feu, pour rompre ce cessez-le-feu. Mais ils sont incroyables, parce que d'abord extraordinairement résilients, c'est-à-dire à un moment donné j'ai dit mais vous voulez pas partir, aller vers la capitale, vous réfugier, et là ils répondent avec une véhémence, quelque chose assez beau, qui force le respect, en disant mais nous on a toujours habité là, nos parents habitaient là, nos grands-parents habitaient là, nos ancêtres habitaient là, pourquoi on devrait partir? Et ils s'attendent à ce que ça recommence à n'importe quel moment. Et la chose la plus incroyable, c'est que ils vous voient comme évidemment quelqu'un qui va porter leur message. Et dans les moindres villages que j'ai pu visiter, ils connaissent tous le nom d'Ursula von der Leyen. Oui, alors on va y venir. Et l'accord sur le gaz qui a été signé au début de l'été. Évidemment, c'est majeur, c'est très important. Avec un allié fiable et sûr. Oui, ce sont les termes qu'elle a employés. J'accueille Jean Radvani, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Géographe, spécialiste du Caucase et de la Russie, professeur émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Peut-être je parlais du couloir de Latchine, qui est l'une des zones où il y a eu des combats il y a un peu plus d'un mois, 1 mois et demi. En quoi cette partie-là est particulièrement stratégique? Le couloir de Latchine, c'est le passage le plus favorable entre le Karabakh. Je rappelle qu'on l'appelle le Haut-Karabakh ou le Karabakh montagneux, c'est-à-dire c'est une région de montagne. On a des crêtes, on a des sommets à 3000 mètres, donc c'est une région de montagne, donc on ne peut pas passer n'importe où. Il faut utiliser les cols, il faut utiliser les vallées. Et le couloir de Latchine, c'est la partie qui était en Azerbaïdjan, en dehors du Karabakh, et qui permettait de relier par la route l'Arménie, proprement dite, à la région du Karabakh.
Et ce couloir de Latchine a été pris par les forces arméniennes pendant la guerre en 92-93. Et depuis cette date, il était rattaché donc aux territoires arméniens, sous contrôle de l'Arménie. Et il a été perdu pendant la guerre en 2020. Et du coup, lors du cessez-le-feu, on a proposé un passage différent, plus au nord, entre l'Arménie et les régions qui restent sous contrôle arménien du Karabakh. C'est-à-dire Stepanakert. Qu'est-ce que vous dites, pardon ? C'est-à-dire Stepanakert et autour. D'accord, bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail pour ceux qui ne connaissent pas aussi bien que vous la carte de cette région. Alors, je voudrais ouvrir un chapitre consacré à la Turquie. Et pour ça, je vous propose d'écouter ce que dit la députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, Anne-Laurence Pétel. C'était lors des questions au gouvernement à l'Assemblée le 4 octobre dernier. Je veux vous parler d'une guerre dont personne ne parle, ou si peu. Je veux vous parler de l'Arménie, envahie par l'Azerbaïdjan le 13 septembre dernier. L'Arménie dont les frontières souveraines et internationalement reconnues ont été violées. L'Arménie victime d'une véritable guerre de conquête. Aujourd'hui, 50 km² de son territoire sont déjà occupés par Bakou. Qui sait où s'arrêtera Ilham Aliyev ? Ce despote sans foi ni loi, qui a lancé ses troupes à l'assaut du sud de l'Arménie, 2 ans après la guerre du Haut-Karabakh, et qui porte avec Erdogan le panturquisme, un projet de réunion des peuples turcophones dans un empire où le peuple arménien n'a pas sa place. Le régime azéri multiplie les exactions. Il torture, mutile et tue à bout portant des soldats prisonniers. Les preuves sont là. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Jean Radvani, je reste avec vous sur l'influence turque dans ce que cette région du monde est en train de vivre. Est-ce qu'il y a une main turque derrière la volonté de l'Azerbaïdjan d'envahir ces territoires ? Une main turque, en tout cas, c'est un allié depuis toujours. Et ce qui est certain, c'est que la Turquie a un rêve, le rêve pan-turc, effectivement. Ce rêve, c'est d'avoir une continuité territoriale entre la Turquie proprement dite et tous les pays turcophones qui sont plus à l'est. Ça commence par l'Azerbaïdjan, puis au-delà de la Caspienne, 4 des États de l'Asie centrale, et au-delà, d'autres terres, en Sibérie, aussi en Chine, le nord de la Chine, le Xinjiang, etc. Or, dans ce rêve de continuité territoriale, il manque un passage, qui est l'Arménie, puisque l'Arménie, le sud de l'Arménie, le Zangezur ou le Syunik, a une frontière commune avec l'Iran. Et ça, c'est un élément absolument stratégique dont les Arméniens, évidemment, que les Arméniens veulent absolument contrôler, et de même que et la Russie et l'Iran. Je rappelle quand même, parce que ça c'est intéressant, il y a eu une tentative américaine de proposer un échange territorial entre ce fameux couloir de Latchine dont on parlait, contre le sud de l'Arménie, dans les années 80, à la fin des années 90. Des diplomates américains ont proposé un échange de territoire qui aurait coupé l'Arménie de l'Iran. Or, il faut quand même bien rappeler que les Arméniens l'appellent un des chemins de la vie. C'est-à-dire que ce sud de l'Arménie et cette frontière avec l'Iran est un des seuls passages par lesquels l'approvisionnement de l'Arménie, le gaz, l'électricité peuvent passer. Puisque, comme vous le savez, l'Arménie est totalement enclavée. Elle est enclavée géographiquement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de contact avec la mer, et elle est enclavée politiquement, puisque la frontière turque est fermée et la frontière azerbaïdjanaise est en guerre, de facto. Ouais, Valérie Boyer, en entendant l'analyse de Jean Radvani, je me dis... petit pays aux prises avec des géants autour de lui. C'est un peu ce sentiment. Quand on parle là de la Turquie, on va parler de la Russie après. Et petit pays qui se sent depuis 1 mois et demi abandonné. C'est comme ça que vous le ressentez ? Je dirais qu'il n'est pas abandonné depuis 1 mois et demi, mais depuis bien plus longtemps. Avant l'Arménie, ça s'appelait le royaume des 3 mers. Vous voyez quand même comme ça a changé. Depuis, j'allais dire,
les tragédies de l'histoire, et notamment depuis le génocide de 1915, qui a concerné l'Arménie et tous les chrétiens d'Orient, parce qu'il y a eu aussi ce génocide-là en même temps, en Irak et en Syrie actuelle. Donc aujourd'hui, effectivement, la question qu'on peut se poser, est-ce que la vie des Arméniens vaut-elle moins que celle des Ukrainiens ? Puisque nous sommes mobilisés matin, midi et soir sur l'Ukraine, à juste titre. Mais on ne parle pas de l'Arménie de la même façon que pendant la guerre des 44 jours, c'était silence radio. Et s'il n'y avait pas eu le Parlement pour un peu sauver l'honneur et la diplomatie française, puisqu'à l'époque, le ministre Le Drian des Affaires étrangères parlait de neutralité, disant nous sommes partie prenante dans les accords de Minsk, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et la France pour l'Arménie, pour l'Artsakh notamment. Donc on n'intervient pas. Mais comme disait Desmond Tutu, être neutre chez choisir son camp. On ne peut pas choisir celui de la barbarie. Et on a laissé les Arméniens être massacrés pendant 44 jours avec des bombes à défragmentation, des bombes au phosphore et des exactions abominables. C'est la Russie qui a mis un terme avec tous les... avec ses visées très particulières. Et d'ailleurs, dans les accords de la guerre des 44 jours, on voit bien que les soldats russes étaient là pour maintenir la paix. Et moi, je me suis rendue en Artsakh. Je crois qu'on a fait partie de la première délégation à s'être rendue en Artsakh après la guerre des 44 jours. Et quand on passait parmi ce fameux corridor de Latchine, et notamment dans la ville de Souchi, appelé maintenant Soucha par les Azéris, on voyait les soldats azéris comme je vous vois là. Il n'y avait même pas 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, des drapeaux azéris partout, des armes dans tous les sens, et on passait 5, 6, 7 checkpoints pour aller dans cette enclave, enfin plutôt dans cette exclave, parce que c'est plus ça, l'Artsakh, ou ce qu'il en reste, avec des gens qui avaient subi le pire et qui savaient très bien, et même les Arméniens savaient très bien qu'aujourd'hui... le fait de perdre le Karabakh, c'est perdre l'eau. Il y a 4 sources au Karabakh pour l'eau, dont 4, et notamment l'irrigation du lac Sevan, qui est la grande ressource d'eau de l'Arménie. Et puis surtout, la perte de ce poumon que pouvait être l'Artsakh. Maintenant, aujourd'hui, j'allais dire c'est pire encore, puisque c'est sur le territoire de la République d'Arménie que se passent les attaques, et notamment cette volonté de l'Azerbaïdjan de couper le sud de l'Arménie. On le voyait tout à l'heure sur la carte, ce petit bout qui la relie à l'Iran, et effectivement qui est une respiration pour l'Arménie, qui est entourée d'ennemis féroces, qui disent de façon totalement, j'allais dire, décomplexée, qu'ils veulent les exterminer. C'est quand même incroyable d'entendre ça et de recevoir comme chef d'État ces personnes. Pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir qu'après la guerre des 44 jours, il y a Maliev qui est reçu en grande pompe, et notamment qui serre la main de Madame Ursula von der Leyen. Et je comprends que moi, franchement, ça m'a extrêmement heurtée. Il a fait un parc des trophées à Bakou. Vous savez ce que c'est, le parc des trophées ? C'était exactement ce que faisaient les nazis, avec des objets ramassés sur des Arméniens, des caricatures d'Arméniens, où on faisait défiler les enfants pour cracher sur eux. Voilà ce que c'est, le parc des trophées. Un chef d'État qui fait ça, après avoir massacré, ne pas avoir rendu les prisonniers, et qui est reçu en grande pompe par Madame Ursula von der Leyen, qui dit que c'est un allié sûr et fiable. Il y a quand même de quoi être particulièrement choqué. On y reviendra à cette question du gaz, mais je voudrais... vous y faites beaucoup... Le gaz n'excuse pas tout. Hein. Non, mais bien, je ne sais pas ce que je dis. Vous faites souvent référence à cette guerre des 44 jours, donc on est en 2020, 6500 morts selon les chiffres officiels. Valérie Toragnan, c'est quasi impossible d'y aller dans cette partie du Haut-Karabakh aujourd'hui. Vous avez essayé à plusieurs reprises, c'est impossible. Aujourd'hui, il n'y a plus de Français qui rentrent dans cette région. Les journalistes, c'est impossible. Donc c'est une région fermée, et dans le drame que vit aujourd'hui l'Arménie, où on voit bien que ce verrou du sud de l'Arménie, ce qui a très bien été expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que cette idée de couper, de faire sauter le verrou et de pouvoir enfin réaliser cet espace pan-turc, on voit bien aujourd'hui la menace qui pèse directement sur l'Arménie, mais alors la situation du Karabakh, elle est encore plus isolée. C'est-à-dire que plus personne ne rentre, il y a très peu d'informations, il y a une impossibilité même pour des délégations culturelles, etc., de s'y rendre, et pour les politiques aussi. Donc un sentiment d'isolement total, une angoisse chez ses habitants aussi, que finalement
ils fassent les frais à un moment donné des négociations. Il y a eu une manifestation à Stepanakert qui a réuni dimanche dernier ou samedi, je ne sais plus, plus de 40 000 personnes sur un territoire qui, aujourd'hui, il doit rester à peu près entre 110, 120, 130 000 Arméniens. 40 000 dans la rue pour dire si jamais l'Azerbaïdjan occupe l'intégralité de ce territoire, nous, on est morts. C'est-à-dire que soit on va être pourchassé, soit on va être tué, soit surtout, on fuira parce qu'à un moment donné, il faut fuir les exactions. Donc, le nettoyage ethnique, en fait, c'est ça. C'est soit on vous tue, soit on vous menace. Dans les villages où j'étais à la frontière, ils racontaient que, par exemple, pendant soi-disant des périodes où il y avait des cessez-le-feu et où personne n'était censé tirer, depuis les postes de tir azerbaïdjanais, ils envoyaient des meules enflammées sur les récoltes des paysans, ce qui faisait que toutes les récoltes étaient fichues. Ils allumaient des énormes projecteurs la nuit et ils lançaient des messages pour dire « fuyez, fuyez, parce que de toute façon, vous en sortirez pas ». Donc il y a une pression psychologique sur eux. Et le but, c'est qu'ils s'en aillent. Leur rêve, c'est qu'ils s'en aillent sans même qu'ils aient à livrer bataille, encore une fois, et que ce territoire soit définitivement vidé de ces Arméniens, et c'est une partie encore du territoire arménien historique, de cette population historique, qui diminue comme peau de chagrin, et ça fait depuis 1915 et même avant, mais en tout cas depuis il y a une continuité, une opération de nettoyage ethnique et une continuité, voilà, et avec un rôle de la Russie sur lequel on peut revenir parce on ne peut plus trouble. Et alors on peut y revenir même historiquement, Jean Radvani, parce que alors c'est vrai que quand on regarde la carte, on voit ce territoire, je reste sur le Haut-Karabakh, qui est complètement enclavé dans le territoire de l'Azerbaïdjan. Ça date de quand? Ça date de Staline? C'est quoi l'explication? Oui, alors c'est Staline effectivement qui a décidé des frontières de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie et qui a décidé que et le Karabakh et le Nakhitchevan, deux régions voisines, mais séparées aujourd'hui par l'Arménie, seraient sous la tutelle de l'Azerbaïdjan. Et évidemment, alors cette décision a été contestée plus tard, pas sous Staline, mais elle est restée en vigueur jusqu'en 1991. Et la guerre qui a eu, la première guerre importante entre 91 et 94, a fait que les forces arméniennes ont pris le contrôle de presque tout le Karabakh et de tous les territoires qui entourent le Karabakh, entre le Karabakh et l'Arménie et entre le Karabakh et l'Iran. Si bien que ces territoires, leur statut n'a jamais été défini. C'est-à-dire que politiquement. Il y a des frontières qui sont encore floues. Ces frontières sont encore floues, d'autant plus que, comme les Arméniens contrôlaient tous les territoires de part et d'autre de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ils ne se sont pas réellement souciés de faire une démarcation de ces territoires. C'est assez... Moi, je montrais ça à mes étudiants. L'Atlas national de l'Arménie a inclus tous ces territoires comme s'ils étaient arméniens sans aucune contestation. Or, après 1994, il y a eu un cessez-le-feu. Il était absolument clair, Bakou a toujours dit, Aliyev père, puis Aliyev fils, ont dit, s'il n'y a pas de règlement politique sur ces territoires, nous les reprendrons par la force. Et malheureusement, je dirais quand même, le pouvoir arménien ne s'est pas vraiment soucié de trouver ce compromis politique nécessaire. Donc vous dites qu'il y a eu une occasion manquée à ce moment-là. Il y a eu plusieurs occasions manquées. Il y a eu une occasion manquée en 96-97. Le président arménien de l'époque, Ter-Petrosyan, a engagé des pourparlers et il a envisagé de restituer à l'Azerbaïdjan quelques-uns des districts qui avaient été sous le contrôle de l'Arménie pendant des forces arméniennes en 1994 lors du cessez-le-feu. Sauf que il a été critiqué pour cela et on l'a poussé à la démission, ce qui fait que pendant 20 ans, ce sont des dirigeants du Karabakh qui ont dirigé l'Arménie, proprement dite. Et il y a eu une deuxième occasion manquée. Cette fois-ci, c'est une proposition de l'OSCE à la conférence de Madrid. Et de nouveau, en fait, on était dans une situation pendant 20 ans où tantôt l'Arménie, tantôt l'Azerbaïdjan récusaient toutes les propositions de compromis politiques. Et pendant ce temps-là, l'Azerbaïdjan s'armait avec l'argent du pétrole, l'argent du gaz,
jusqu'en 2020 où il est passé à l'attaque. Oui, Valérie Toragnan, vous vouliez intervenir. Les Arméniens ont occupé des territoires qui étaient des territoires autour du Karabakh parce que pour eux, c'était évidemment un outil de négociation. Il n'a jamais été question pour eux, même si il y avait des atlas qui englobaient, certes, mais il a toujours été question que ces territoires soient une monnaie d'échange parce qu'à un moment donné, ce qui était le plus important pour les Arméniens, c'était qu'il y ait une garantie du statut de cette région du Karabakh pour que les Arméniens, même s'il n'y avait pas un rattachement en termes de droit international, mais en tout cas que la question du statut qui était extrêmement importante soit réglée. Or, comme les Azerbaïdjanais refusaient toujours systématiquement d'aborder cette question du statut en disant il n'y a pas de question de statut, c'est un territoire azerbaïdjanais, etc., c'est vrai que les négociations ont été compliquées. Et par ailleurs, vous avez raison, l'Azerbaïdjan s'armait. Et par ailleurs, quel crédit on pouvait accorder, si vous voulez, à la parole azerbaïdjanaise, sachant que toute cette histoire du Haut-Karabakh a commencé, rappelons-le, quand même par des pogroms qui ont eu lieu en 87, 88, 90, absolument pas dans le Karabakh, mais en Azerbaïdjan contre les Arméniens, parce que les Arméniens avaient, d'une façon tout à fait conforme à la Constitution, demandé justement que la région ait un statut autonome ou soit rattachée à l'Arménie. Donc c'est très complexe, il y a sûrement eu des occasions manquées, mais il y a aussi eu une décision... l'Azerbaïdjan ne veut absolument pas entendre parler de un quelconque statut qui soit pour cette région du Haut-Karabakh. Ils considèrent que c'est chez eux. Ils considèrent que les églises arméniennes qui sont sur le territoire du Haut-Karabakh, en fait, ils vous expliquent d'une manière très sérieuse que ce ne sont pas du tout des églises arméniennes qui sont là depuis des millénaires, mais des églises, ou des siècles, mais des églises albanaises du Caucase qui n'ont rien à voir avec les Arméniens. Ils sont en train de faire une réécriture de l'histoire, de la géographie, du patrimoine, pour justifier que ces terres soient... Et puis finalement, en faisant peur aux populations, on va les chasser et tout rentrera dans l'ordre. Donc, je suis d'accord qu'il y a eu des occasions, il y a toujours des occasions manquées, et il faut le déplorer. Ouais. Mais après, il faut voir qui on a en face et la complexité aussi que c'était pour les Arméniens d'arriver à obtenir la garantie. Et c'est là que je voudrais qu'on revienne juste un petit peu sur les Russes, parce que ça fait quand même dans cette région... depuis des décennies, depuis, j'allais dire même avant 96-97, depuis le début de cette guerre, depuis le début de ce conflit, où ils jouent un rôle qui ne vise en fait qu'à s'assurer qu'ils maintiennent suffisamment de tension pour que rien ne se règle dans la région et qu'ils soient éternellement les maîtres des horloges et ceux qui font ou qui défont ce qui doit se passer. Poutine, qui est quand même occupé avec sa guerre en Ukraine, il a foncé à Sochi, histoire de dire... On peut voir les images, je suis là, c'est ma région d'influence. C'était lundi, réunion tripartite avec le président c'est ma zone d'influence, je suis Poutine, c'est ma zone d'influence, c'est le Caucase, c'est moi qui déciderai. Là, on va faire ci, on va faire ça. Les deux, on dit qu'ils s'attaqueraient pas, donc j'estime que j'ai remporté un succès diplomatique. Mais comme je dis souvent, les Russes soutiennent l'Arménie comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire que, de fait, pendant la guerre des 44 jours, ils ont mis fin à la guerre au moment où les Azerbaïdjanais avaient à peu près obtenu tout ce qu'ils voulaient. Donc c'est très compliqué pour les Arméniens de se défaire de ce rendez-vous de Sochi, c'est l'engagement mutuel des deux pays de ne pas recourir à la force. Mais vu d'ici, on se dit ça gèle une situation dans laquelle 50 km² ont été pris par l'Azerbaïdjan. Guillaume, vous avez dû sur le plan politique, c'est aussi une réponse de Poutine à ce qui s'était passé à Prague au début du mois d'octobre, où Emmanuel Macron avait mis en scène le fait d'avoir passé la nuit et réussi à mettre autour de la table le président de l'Azerbaïdjan, le président arménien et le président du Conseil européen, pour aboutir à une proposition qui est d'envoyer une mission d'observateurs européens pour aider à la délimitation des frontières entre les deux pays. Et Emmanuel Macron, qui en avait d'ailleurs remis une couche la semaine dernière sur France 2, en disant qu'il ne lâcherait pas les Arméniens, et pointant d'ailleurs du doigt le rôle de la Russie, ce qui n'a pas été apprécié, et ce qui a d'ailleurs été publiquement dit par le ministère des Affaires étrangères russe, en disant qu'Emmanuel Macron ferait mieux de se mêler de ce qui se passait en France. Oui, voilà. Emmanuel Macron qui avait aussi, on va écouter une réaction du président français, c'était le 26 septembre dernier, il reçoit le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, à l'Élysée. On écoute Emmanuel Macron. Puisque des positions ont été conquises, la France a demandé que les forces azerbaïdjanaises reviennent à leur position initiale. Je l'ai dit dès le 14 septembre au président Aliyev, le fait que la frontière ne soit pas délimitée ne saurait justifier des avancées sur le territoire de l'autre pays. La France a la conviction que le recours à la force ne peut être la solution pour l'Arménie, pas plus que pour l'Azerbaïdjan, et que le dialogue doit être rétabli
sans délai. Valérie Boyer, vous dites quoi? Service minimum de la part de la diplomatie française? Tout à fait franchement, vous allez dire que je reviens sur la guerre des 44 jours, mais à ce moment-là, on avait des moyens d'agir qui étaient supérieurs à ceux qu'on a aujourd'hui, parce que quand vous allez à Stepanakert, comme quand vous allez à Yerevan, vous ne voyez que des tombes d'enfants de 18-20 ans. Enfin, c'est absolument abominable, parce que ça, c'est la cicatrice de la guerre des 44 jours. Et à ce moment-là, personne n'a rien fait. Alors, effectivement, les Azerbaïdjanais ne sont pas fous. Ils sont intervenus pendant les élections américaines, toujours au bon moment pour que personne n'intervienne, avec la complicité et l'aide militaire très forte de la Turquie. Et pas d'aide internationale et silence international. Moi, je pense que la France aurait pu faire plus, notamment pendant qu'elle avait la présidence de l'Union européenne. Et la France était partie prenante des accords de Minsk. Donc, c'était à ce moment-là qu'on aurait dû agir. On ne l'a pas fait. Donc, aujourd'hui, effectivement, je regrette qu'on n'aille pas plus loin. Pourquoi pas de force d'interposition? Aujourd'hui, franchement, envoyer des observateurs, quand on sait au millimètre près où sont les gens, c'est juste, c'est histoire de dire qu'on fait quelque chose, mais il n'y a rien de concret qui se passe. Et il ne faut pas oublier que ce qui se passe aujourd'hui en Arménie et au Karabakh, ce n'est pas le seul dessein d'Erdogan et de son ami Aliyev. Ils sont très clairs. Souvenez-vous, avant d'intervenir en Artsakh, ils avaient fait des tentatives à Chypre. Et il y a eu un accord qui a été passé entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et le Pakistan pour 3 territoires, pour l'Artsakh, enfin le Haut-Karabakh, Chypre et le Cachemire. Et où Erdogan et Aliyev ont fêté la victoire sur le Karabakh, ils l'ont fêté à Varosha, à Chypre, en zone neutre. Ce qui est quand même une provocation extrêmement importante vis-à-vis de l'Union européenne et les desseins d'Erdogan sont très clairs. Il revendique des îles, enfin une île grecque en particulier, mais cette partie-là. Il revendique Chypre, il revendique le Karabakh parce qu'il est dans son délire pan-turquiste, parce qu'on parle là de vers la Chine, mais il y a aussi de l'autre côté. Et le fait qu'on cède et qu'il n'y ait pas eu de réaction internationale pendant la guerre des 44 jours et qu'il y ait un silence total aujourd'hui ou quasi total sur ce qui se passe en Arménie, j'allais dire que ça leur donne des ailes. Allez, on termine. Il nous reste un peu moins de 8 minutes sur cet accord sur le gaz. Vous l'avez évoqué plusieurs fois et évidemment, je voulais y consacrer du temps. Juillet dernier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle est à Bakou. Elle signe avec le président Aliyev un accord pour multiplier par 2 les importations. Regardez. L'Union européenne a décidé de se diversifier loin de la Russie et de se tourner vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance. Je suis heureuse de compter l'Azerbaïdjan parmi eux. Valérie Toragnan, que disent les Arméniens? Je rappelle que vous y étiez il y a 15 jours et donc vous avez pu directement les rencontrer, entendre leur réaction. Qu'est-ce qu'ils disent de cet accord? Ils le connaissent tous. Oui. Dans le moindre village de 153 habitants, ils connaissent Ursula von der Leyen et à chaque fois ils disent « mais vous n'allez pas sacrifier les Arméniens à cause du gaz ». Et ils le disent d'autant plus avec justesse, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une des 30 sources d'approvisionnement pour l'Europe, le gaz azerbaïdjanais. C'est pas si important que ça. Alors que pour l'Azerbaïdjan, c'est très important d'exporter vers l'Europe. Et que donc, il n'y avait pas besoin pour Madame Ursula von der Leyen d'aller s'incliner devant le dictateur Aliyev en faisant croire que c'était un allié fiable et sûr, et en se félicitant. Regardez, j'ai été chercher du gaz et je pense à tous nos Européens qui ne manqueront pas de chauffage pour Noël cet hiver. Donc c'est doublement honteux. Et cet accord, aujourd'hui on est dans une tartufferie incroyable parce que la Turquie exporte du gaz qui vient de Russie et qu'elle exporte ensuite elle vers l'Europe, en s'en vantant elle aussi sur les réseaux sociaux. Alors je croyais que le gaz russe était qu'on n'importait plus de gaz russe, mais via la Turquie on continue à en importer. Donc tout ça est ridicule. Ça ne pèse pas vraiment, mais en tout cas symboliquement ça a été reçu avec une violence incroyable par les Arméniens. Et puis je vais vous dire une chose, le gaz azerbaïdjanais il est pris, qu'il soit acheminé vers l'Europe après tout, mais qu'au moins ça serve
de monnaie pour des négociations, pour obtenir de l'Azerbaïdjan quelque chose. On vous prend votre gaz, vous êtes bien content de nous le vendre, on est bien content de le recevoir, mais maintenant, voilà, avançons sur cette question-là. Moi, je suis assez stupéfaite parce que finalement, l'Europe est assez impuissante et je pense qu'elle est volontairement impuissante parce qu'il y a trop de pays qui veulent surtout pas qu'on commence à envenimer les choses côté Erdogan. N'oublions pas aussi qu'il y a le robinet de l'immigration et que du côté de la Turquie, on a toujours peur des menaces que fait peser Erdogan sur l'Europe en disant attention, moi j'ai X millions d'immigrés chez moi, si de nouveau j'autorise et je fais en sorte que ça arrive, vous allez être encore à venir me supplier à genoux pour que je ferme les robinets. Donc voilà, il y a tous ces chantages qui s'exercent. Et Emmanuel Macron, il essaye de faire des choses. Donc moi, je lui donne le crédit qu'il essaye de faire des choses. Et je pense qu'il faut qu'il aille beaucoup plus loin et qu'il a une occasion là, parce qu'en diplomatie internationale, c'est pas évident pour lui en ce moment. Il a une belle occasion de faire quelque chose, de rentrer dans l'histoire, comme disait Sylvain Tesson, qui était en Arménie d'ailleurs au moment où j'y étais aussi, de rentrer dans l'histoire et de faire quelque chose qui fasse vraiment avancer et qui débloque la situation. Et les Arméniens d'Arménie attendent la France. Vous savez, ils accordent à la France une importance comme à aucun autre pays. Pour eux, la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays qui a été là pour les recueillir au moment du génocide. La parole française compte et ils l'attendent avec angoisse. Jean Radvani, ce gaz azerbaïdjanais, effectivement, c'est quoi? C'est la principale richesse du pays? C'est effectivement, comme le dit Valérie Toragnan, beaucoup plus important pour l'Azerbaïdjan de l'exporter vers l'Europe que pour l'Europe de s'en saisir? Oui, bien sûr, c'est la principale ressource de l'Azerbaïdjan, le pétrole et le gaz, et c'est pour ça qu'on a construit plusieurs oléoducs et plusieurs gazoducs qui permettent d'exporter ces hydrocarbures vers essentiellement l'Union européenne. En même temps, en fait, il n'y a pas beaucoup de réserves. Les réserves sont déjà au plafond, donc probablement l'Azerbaïdjan ne pourra pas livrer tellement plus de gaz à l'Union européenne. Ce qui est un peu consternant, en fait, c'est que depuis le début dans cette affaire, l'Union européenne a une position étrange. En 92-93, ils ont signé des accords de coopération avec l'Arménie et avec l'Azerbaïdjan, l'Union européenne. Et avec Bakou, avec l'Azerbaïdjan, on a signé un accord où on met en valeur l'intégrité territoriale des pays. Et avec l'Arménie, on a signé un accord où on met en valeur l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire qu'on valorise pour chacun celui des concepts internationaux qui lui sied. Ce qui est une façon, évidemment, alors qu'on sait parfaitement qu'il y a un conflit en cours. Donc l'Union européenne n'est pas très à l'aise dans cette affaire. Et malheureusement, je ne suis pas du tout sûr que ça soit de ce côté-là que débouche une solution politique. Le problème, c'est qu'il faut persuader les opinions publiques des deux pays de faire les compromis nécessaires. Allez, une minute pour terminer. À vous le mot de la conclusion. Vous réclamez le gel des avoirs du président Aliyev et de son clan. Et de ses sbires, oui, bien sûr. Quand vous entendez Ursula von der Leyen dire fiable et digne de confiance, ça vous fait particulièrement bondir. Ça me fait particulièrement bondir et c'est vrai que j'ai un sentiment d'écœurement après ces paroles parce que ça fait des années que l'Azerbaïdjan pratique la diplomatie de la menace. Toutes les personnes qui sont allées en Artsakh, et depuis très longtemps, depuis 10 ans, moi ça fait peut-être plus de 10 ans, sont persona non grata. Donc on savait parfaitement à qui on avait affaire. Je veux dire, ils se sont jamais dissimulés. Par contre, nous, on s'est toujours couchés. Aujourd'hui, il y a des crimes de guerre. C'est pas non seulement c'est une guerre totalement asymétrique, mais avec des crimes de guerre qui sont avérés, qui sont documentés, des prisonniers qui ne sont pas rendus. On a tous vu cette vidéo abominable de ces gamins, les mains dans le dos, qui ont été tués comme des lapins par les guerriers azéris, qui en plus se filment et qui sont très fiers de leur forfait. Parce que tuer un Arménien, il ne faut pas oublier qu'ils les traitent comme des chiens. C'est comme ça qu'ils parlent d'eux. Donc on a affaire quand même à des personnes dont on connaît parfaitement les desseins. D'ailleurs, il n'y a pas un seul Arménien qui peut survivre sous le joug azéri. Ils sont massacrés, ils sont torturés. Donc on sait parfaitement à qui on a affaire et pourtant on n'agit pas. Et effectivement, Emmanuel Macron pourrait rentrer dans l'histoire et ce serait peut-être l'occasion pour la diplomatie européenne d'exister. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne
est très liée à la Turquie, qui elle-même est le cerveau et les mains de l'Azerbaïdjan. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Ça fait partie de la pomme de la discorde. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat. Merci Guillaume, à bientôt. On vous retrouvera évidemment sur ce plateau avec plaisir. Je vous donne rendez-vous demain, évidemment, 18h-22h, les horaires de diffusion de Sens Public. Et puis demain matin, avec Oriane Mancini, vous voyez son portrait s'afficher, son visage, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui sera l'invitée de la matinale à 8h. Salut!